Chères autrices et auteurs de romances, merci de faire exister ce genre littéraire que je n'ai commencé à apprécier que récemment et que j'aime maintenant passionnément. Par contre, il y en a marre. Il y a des choses que je ne supporte plus de lire et j'ai donc décidé de vous écrire cette lettre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à la romance. Alors j'ai voulu la faire d'une façon un petit peu différente de mes autres vidéos discussions, notamment parce que j'avais peur sinon de trop répéter ce que j'ai dit donc déjà dans ma vidéo sur la romantaisie et celle sur la dark romance, que je vous invite bien évidemment à aller voir. Mais comme je parlais déjà là-dedans beaucoup des représentations de relations toxiques et tout, j'avais pas envie de trop me répéter dans la vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai donc décidé de le faire un peu sous ce format de lettres ouvertes aux autrices de romance. Avant de commencer la vidéo, deux petits disclaimers. Le premier, cette vidéo n'est absolument pas contre le genre de la romance ou les personnes qui lisent de la romance ou même du smut. Si vous ne connaissez pas ce mot, c'est un mot qui a été utilisé de façon un petit peu négative pour parler du sous-genre de la romance dans lequel il y a beaucoup de scènes spicy, avec du contenu explicite et tout ça. Moi j'utilise le mot de façon complètement neutre et j'en lis que ce soit du smut ou de la romance, donc vraiment la vidéo n'est pas là pour critiquer aveuglément ce genre-là. Deuxième disclaimer, c'est que le format que j'ai suivi se concentre sur les relations hétérosexuelles parce que ça reste ce qu'on voit en grande majorité dans les romances et parce que les problèmes que je vais mentionner sont surtout autour de dynamiques dans des relations hétérosexuelles. Et puis, dernière petite chose avant qu'on se lance, si toi qui regardes, tu fais partie de ma famille, je t'invite à arrêter la vidéo parce que je vais parler de certaines choses que je ne suis pas très à l'aise de discuter avec certains membres de ma famille, donc regarde ma prochaine vidéo, mais ça là, tu l'arrêtes là, merci. Maintenant que ça c'est dit, je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé. C'est parti pour cette lettre ouverte aux autrices de romance. Chères autrices et auteurs de romance, non, c'est non. Oui, nous, on est dans la tête du personnage féminin. On peut savoir que même si elle a dit non dans sa tête, elle a très envie du personnage masculin, et elle le veut, et elle a envie d'avoir des relations avec lui. Mais si elle a dit non, c'est non. Déjà, premièrement, même si elle a envie, on le sait parce qu'on est dans sa tête, avoir envie et consentir, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir envie, physiquement, émotionnellement, mais ne pas vouloir avoir une relation à ce moment-là quand même. C'est tout à fait possible. Et surtout, le gars, lui, il le sait pas. Le gars, il n'est pas dans sa tête. Nous, on est dans sa tête et c'est un procédé que les autrices ou les auteurs font exprès pour jouer avec le consentement et tout ça, parce que nous, on sait qu'au fond d'elle, elle consent parce qu'on est dans sa tête, mais le gars n'est pas dans sa tête. Le gars, pour lui, elle a dit non. Et il décide d'ignorer ce non-là. Et ça marche pas. Et puis pour de vrai, le consentement, c'est sexy. J'ai lu plusieurs romances où c'était explicite et ça marchait super bien. Je pense notamment à la balade fabuleuse de Twilight Frank. Frank, incroyable. Un exemple pour tous les gars. Donc ça ne brise en rien le côté spicy, le côté sexy d'une scène de rajouter du consentement. Deuxième point. Celui-là, il me rend folle, vous imaginez même pas à quel point. Le préservatif, ce n'est pas que pour éviter de tomber enceinte. Le nombre de scènes dans les romances où ils vont pour coucher ensemble et là le gars dit « Est-ce que tu veux que je mette un préservatif ?» Déjà, est-ce que tu veux que je mette un préservatif? Sous-entendu, moi si ça tenait qu'en moi, j'en mets pas, c'est pas ma responsabilité, c'est pas grave, je le fais vraiment pour toi, je me sacrifie pour toi. Donc est-ce que tu veux que je mette un préservatif? Et la fille qui répond « Non, c'est bon, je prends la pilule ». Le port du préservatif, ce n'est pas uniquement pour éviter de tomber enceinte, c'est aussi pour te protéger des infections sexuellement transmissibles. C'est quand même quelque chose de grave là dont on parle. T'as deux personnes qui ne se connaissent pas des fois, ou qui se connaissent depuis très peu de temps, et puis let's go, elle prend la pilule, on fait ce qu'on veut, tout va bien. Ça ne marche pas. Et ça, c'est en particulier quelque chose que j'ai constaté chez les auteurs nord-américains. Mais bon, du coup, ça pollue tous les autres auteurs parce qu'ils font quand même pas mal de tendances. Je sais pas si c'est culturel là-bas ou quoi, mais c'est incroyable, je trouve, de ne pas mentionner un aspect aussi important. Surtout que, encore une fois, il y a des manières aussi de contourner ça si tu trouves que le fait qu'il ait un préservatif, ce n'est pas sexy, je ne sais pas. Ça peut être, je demande pas grand-chose. Juste une petite mention, genre, oui, j'ai fait des tests, je suis clean. Dans la réalité, moi, ça me suffirait pas, mais au moins dans la romance, ça me montre, ok, on pense que ça existe aussi. Ou des petites choses, vraiment, ou juste qu'ils utilisent un préservatif jusqu'à ce qu'ils soient ensemble depuis assez longtemps pour faire des tests. Si les romances, ils tombaient pas amoureux en 2 secondes,
peut-être que ça fonctionnerait. J'en ai lu plusieurs des romances comme ça où ils utilisent des préservatifs pendant un moment et ça ne pose pas de problème. Au moins mentionne-le la première fois ou d'une façon qu'on sache que ça va se produire. T'as pas besoin de rappuyer là-dessus à chaque scène spicy. Mais encore une fois, j'ai lu plein de romances où l'homme part du postulat de base qu'il va utiliser un préservatif, ce qui devrait être le postulat de base. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme vous le voyez, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Je pense pas que c'est de demander grand-chose quand même de faire ça. S'il vous plaît, merci. Troisième point, un petit peu plus drôle peut-être. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous des énormes pénis? Pourquoi est-ce qu'il faut que l'engin soit gigantesque à chaque fois? Je pense qu'il y a un côté assez fantasme là-dessus, encore une fois, et que du coup c'est normal qu'on le retrouve, mais ça me fait quand même beaucoup rire. Je pense que le pire que j'ai lu, c'était une romance avec un monstre, A Soul to Take, où le monstre était tellement gros qu'il fallait qu'il arrange magicalement, de façon magique, les organes de la fille pour l'agrandir de l'intérieur pour pouvoir rentrer. Là, j'étais comme, nous avons atteint un nouveau niveau incroyable. Puis toutes les romances que j'ai, et avec des humains ou des monstres, hein, tout est possible. Ou c'est comme, oh my god, ça ne va jamais rentrer, je ne pense pas que ce soit possible, il y a tellement grosse différence de taille, tout ça, puis bien sûr, of course, ça rentre. Alors après, il y a différents niveaux de précision, de façon de faire, de choses et tout, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais il y a vraiment un côté très fantasme, je pense, qui est relié à ça, et maintenant ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais ça ferait du bien des fois peut-être d'en lire une où ce n'est pas un sujet en tant que tel dans le livre. Et puis ça c'est un petit sujet drôle, mais qui derrière est relié à quelque chose de beaucoup plus profond, no pun intended, et beaucoup plus important, qui est la représentation dans les romances en grande majorité de l'aboutissement du rapport sexuel ou du rapport sexuel principal ou de la seule chose qui est vraiment considérée comme un rapport sexuel, du fait qu'il y ait une pénétration. Et parce que je reste sur mon modèle hétéro, comme je vous disais, alors ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, est tellement ancré qu'on se pose plus vraiment la question parce que c'est tout ce qu'on voit et dans les livres, dans les séries, dans les films, partout, que c'est un rapport avec pénétration qui compte comme du vrai sexe. Mais c'est une vision qui est extrêmement archaïque et patriarcale des rapports sexuels parce que ça peut être beaucoup plus que ça d'avoir une sexualité avec quelqu'un et c'est très fâchant de voir que c'est juste ça qui est vu comme la norme et comme ce qu'il faut faire, ce qui est la bonne chose à faire, alors que c'est pas la réalité de plein de personnes. Mais honnêtement, c'est une vision qui est tellement ancrée, comme je vous le disais, dans la société et dans ce qu'on nous représente que je suis pas sûre qu'on arrive à s'en sortir un jour, même si maintenant je commence à voir des romances, maintenant, ça fait un petit moment quand même, mais j'arrive à trouver des romances où il va y avoir autre chose comme rapport sexuel qui va être fait et ça va pas aboutir vers une pénétration à la fin et ça compte quand même, mais la barre est basse. L'autre point qui est le plus important, je pense, pour moi, de la vidéo, d'autant plus que c'est un point qui a un impact sur des vraies personnes, peu importe leur genre dans la vraie vie. Et vous allez comprendre quand je vais l'expliquer, c'est que, chères autrices et auteurs de romances, être mouillé, ça ne veut pas dire avoir envie de rapport sexuel. Ça, c'est un truc, mais qu'ils adorent mettre comme scène dans les romances. La fille est comme non, je n'ai pas envie de toi. Mais le gars la touche et dit mais si tu es mouillé, ça veut dire que tu as envie. Et du coup il continue et un rapport et elle finit par s'admettre elle-même oui j'en avais envie. Ça ne marche pas du tout. Encore une fois, si elle a dit non, c'est non, peu importe ce qui se passe ailleurs de toute façon. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le arousal non-concordance, un terme que j'ai appris dans le livre Réjouissez-vous d'Emily Nagoski. Je vous en ai peut-être déjà parlé une ou deux fois. Mais en fait, ça veut dire que ce qui se passe dans ton corps et ce qui se passe dans ta tête, ça correspond pas forcément. Ton corps peut avoir une réaction physiologique sans que tu aies envie de rapport sexuel ou de sexe. En fait, l'excitation, l'envie peut venir sans qu'il y ait de réponse physique et la réponse physique peut venir sans qu'il y ait d'envie mentalement. Et notamment chez les femmes, il y a vraiment une grande non-concordance entre l'excitation et la réponse physiologique. Tu peux avoir une réaction physique, donc une érection, une lubrification, sans que tu aies envie. Et j'appuie vraiment sur ce point parce que dans les dossiers d'agression sexuelle, notamment pendant
longtemps, et je suis sûre que c'est des choses qu'on entend encore, parce que le système de justice bouge très lentement, mais dans les dossiers d'agression sexuelle envers les hommes, si un homme avait eu une érection, il avait envie. Et je suis sûre que c'est des choses que vous avez déjà entendues, soit des vraies personnes des genres dans votre vie dire, soit à la télé ou quoi, dans des séries, peu importe, que ah ben il a eu une érection, donc en fait il avait envie et c'était pas une agression sexuelle, ou ben elle a eu un orgasme, donc c'était pas une agression sexuelle. Mais les réponses physiques et ce qui se passe dans la tête, c'est séparé. L'un n'entraîne pas nécessairement l'autre. Et je trouve que c'est dangereux, au-delà de juste clichés et tout, c'est dangereux de continuer à transmettre cette idée fausse, vraiment ce mythe, dans les romances. Parce que après, ça peut venir te faire questionner toi, déjà qui lis ces livres-là sur ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne pas ça, pourquoi si, ou ça, je pensais pas avoir envie, mais en fait j'ai une réaction, est-ce que ça veut dire que j'avais envie et tout. Ça peut venir vraiment te farcir le cerveau, mais en plus ça a des vraies conséquences dans la vraie vie de continuer à faire perdurer ces mythes. Donc vraiment, ce point-là, très important. Après, je comprends encore une fois que ce genre de scène peut venir jouer sur des fantasmes, des fantaisies, et ça va beaucoup dépendre de la façon dont c'est présenté aussi cette idée de jouer là-dessus. Mais si la façon de le dire c'est « tu es mouillé donc t'as envie même si t'as dit non », non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va continuer un petit peu dans les sujets qui fâchent. Chers auteurs, autrices de romances, arrêtez de normaliser et de romanticiser des comportements toxiques et violents, s'il vous plaît. Un personnage masculin qui continue à insister malgré qu'il s'est fait dire non, le harcèlement qui est représenté comme sexy. Ça me donne envie de vomir, je vous jure. Le harcèlement représenté comme sexy. Parce que j'ai vu des vraies victimes de harcèlement. C'est pas sexy le harcèlement, c'est pas sexy. Tout ce qui touche au contrôle, il y a tellement de romances où il y a du contrôle de la part du personnage masculin, que ce soit physique, que ce soit environnemental, genre non, je te laisse pas sortir parce que je dois te protéger, ce genre de choses-là. L'usage de la force physique pour bloquer quelqu'un, le personnage masculin qui est violent envers un autre personnage masculin, genre pas une violence homme-femme, mais vraiment entre deux hommes aussi, genre de donner un coup de poing parce qu'il a insulté la femme ou les trucs comme ça. Je sais que j'en ai déjà parlé, je veux pas trop me répéter, mais tout ça continue à perpétrer une image patriarcale et stéréotypée des relations hétérosexuelles. Ça continue à nous garder en fait vraiment dans des idées préconçues et des stéréotypes qu'on a du rôle de la femme, du rôle de l'homme, même si c'est inconscient, quand c'est juste ça que tu vois et que tu consommes, ça te marque. Je vais vous référer notamment, je la mettrai en barre d'infos, à la vidéo d'Opaline où elle parlait des relations toxiques en romance et de la romanticisation des comportements narcissiques, contrôlants et tout ça. C'est hyper intéressant. Et ça rejoint pas mal le point d'après qui est, s'il vous plaît, sortez des clichés de représentation des rapports hommes-femmes. Je reste persuadée que les romances qu'on consomme, encore plus quand on est jeune et qu'on n'a pas encore l'expérience personnelle ou quoi, tout ce qu'on consomme, mais dans le cas des romances, ça vient nous impacter et nous influencer, même si c'est de façon inconsciente. De continuer à représenter les dynamiques relationnelles de cette façon-là, qu'on ait juste ce modèle-là où la femme va sacrifier une part d'elle-même, peu importe la raison, même si la raison est valide, où l'homme a un côté plus dominateur, plus imposant, même si c'est dans une position de protecteur, ou encore la fausse femme badass qui devient une petite chose fragile quand il y a un homme dans sa vie, ou au contraire l'homme qui est hyper grognon, violent, toxique, mais qui d'un coup va guérir de tous ses traumas passés grâce à une femme et devenir le meilleur partenaire qui soit. Tout ça, toute cette représentation du contrôle, de la possession, voire même de la violence présentée de façon romantique, ça a un impact sur nous, ça a un impact sur après ce qu'on attend des relations. Notamment, je lisais dernièrement le livre Mr. Big, il est là je pense. Oui, Mr. Big ou la glorification des amours toxiques, où l'autrice se base sur la série Sex and the City pour parler de l'impact justement que ce qu'on consomme a sur nous, comment elle ça l'a impacté, comment elle s'est identifiée à Carrie et tout en grandissant ou dans le début de sa vie adulte, et à quel point sa relation avec Mr. Big est extrêmement toxique, mais comment à l'époque c'était représenté comme romantique et normal. Et il y a plein de choses, c'est toujours le cas aujourd'hui en fait. Une lecture très intéressante et que je vous recommande sur le sujet d'ailleurs. Mais donc pour en revenir au point que si on continue à perpétuer les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes, les mêmes fausses idées sur les relations, la société peut pas évoluer et nous-mêmes en fait on reste là-dedans, on reste prisonnière de ces schémas-là parce que on les internalise complètement.
C'est un sujet extrêmement intéressant et je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais revenir au point d'après, qui va être très court et très bref, mais je dois le mentionner quand même, parce qu'apparemment il y en a qui oublient. Une femme n'est pas un objet. Ce n'est pas quelque chose à pourchasser, à posséder, à obtenir. On voit tellement ça dans les résumés de romances. C'est la meilleure amie de son frère, mais il rêve de la posséder. Non, tu ne la possèdes pas, c'est un autre être humain. Simple, simple. Ce n'est pas parce qu'un homme la veut qu'il peut l'avoir, tout simplement. Et enfin, le dernier point, pour finir sur quelque chose d'un peu plus light, peut-être. Les blue balls, ça n'existe pas. Si vous ne connaissez pas le concept des blue balls, parce que c'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qu'on entend encore tellement, mais en fait, si, à la télé, dans des livres, je l'ai littéralement vu, j'étais comme, faut se calmer, on est remonté combien d'années en arrière là, mais l'idée derrière est quand même toujours présente, c'est que si un homme n'a pas de rapport sexuel pendant une certaine période non déterminée scientifiquement bien évidemment, ça peut le rendre malade ou c'est impossible pour lui de se contrôler parce qu'il n'a pas eu de sexe depuis tellement longtemps, le pauvre petit. Mais en vrai non, ça ne marche pas comme ça, tu peux toujours te contrôler quand tu as envie d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, si c'est vraiment de ça que tu as envie et pas juste de dominer quelqu'un d'autre et de montrer ton pouvoir. Tu peux te contrôler, ce n'est pas un besoin incontrôlable du tout, ce n'est pas non plus un besoin de base. Manger, boire, dormir. C'est ça les trucs de base, c'est ça qu'on meurt si il nous en manque un des trois. Le reste, non, ce n'est pas un besoin de base. Le sexe n'est même pas un besoin tout court. Mais ce cliché des hommes qui ont besoin du sexe, qui attendent le sexe, auquel le sexe est dû dans une relation, perdure. Et ça aussi, il faut que cette idée-là s'arrête. Ça suffit. Ça suffit. Heureusement, il y a aussi des très bonnes romances qui existent et qui évitent tous ces points problématiques que j'ai mentionnés, ou en tout cas la plupart. Donc je vais terminer avec une petite recommandation de différentes autrices que j'aime beaucoup lire. Voilà ma petite sélection. Alors, dans mes queens absolues de la romance, il y a tout d'abord Olivia Dade. Je trouve incroyable ce qu'elle fait justement, elle, le consentement, le préservatif, tout y est. En plus, il y a vraiment différents types de représentations, que ce soit niveau des corps physiques, il y a des personnages gros dedans, il y a des gens qui ont des âges un peu plus vieux, on va dire, que ce qu'on retrouve en romance. Il y a de la neurodiversité, il y a différentes représentations de handicap aussi, il y a plein de choses. J'adore. Tout comme Chloé Lies. Malheureusement, elle n'a pas encore été traduite en français. Olivia Dade, il y en a quelques-uns qui ont été traduits. Chloé Lies aussi, beaucoup de représentations différentes, des personnages extrêmement touchants. Celui-là, c'est mon préféré d'elle, Always Only You, qui se passe avec un hockeyeur, d'ailleurs, ma romance hockey préférée. Je vous en ai aussi déjà parlé, mais il y a Megan Bannon, donc avec la ballade funèbre de Heart and Mercy, la ballade fabuleuse de Twyla et Frank, le consentement le plus sexy que j'ai lu dans ce livre-là. Ensuite, dans mes Almost There, donc c'est presque parfait, mais par exemple le préservatif, des fois je suis comme... Vous l'avez oublié les amis, vous l'avez oublié d'en parler. Mais au niveau des dynamiques relationnelles en tout cas, on est là. Il y a Abby Jiménez, qui a été traduite en français pour plusieurs de ses titres. Celui-là, c'est son nouveau, je suis sûre qu'il le sera bientôt. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé Le temps d'un été. Je pense qu'il a été traduit comme ça. Kennedy Ryan, que j'ai découverte très récemment, mais adoré son livre. Vraiment, c'était génial, pareil. Donc, avec plus de diversité, des personnages plus âgés aussi. Très très bon. Et puis les classiques que beaucoup de gens lisent, et je dirais que c'est celle que j'aime beaucoup, mais je suis capable de reconnaître aussi les défauts dans ce qu'elles font, notamment Ali Hazelwood. Alors elle est dans les clichés des fois, genre les gros pénis, elle connaît ça. Il y a que ça dans ses livres. Et puis elle aussi, tout ce qui est préservatif et tout ça, c'est pas toujours là. Mais encore une fois, au niveau des dynamiques, je trouve que c'est très intéressant, mais un petit peu plus plaisir coupable. Et puis Emily Henry aussi, je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'elle propose au niveau des romances. Beach Read étant mon préféré d'elle. Et là aussi, c'est pas parfait et il y a quand même un côté très nord-américain, clairement, mais je trouve que Funny Story, par exemple, elle s'était déjà pas mal améliorée à ce niveau-là. Mais voilà, je l'aime beaucoup aussi. Donc, des petites recommandations pour finir, des auteurs-autrices que je considère safe et qui transmettent des images beaucoup plus intéressantes, des relations, tout en allant explorer des personnages ou des situations qui peuvent être très difficiles aussi. Par exemple, dans les deux, en fait, ce qui est assez particulier, mais dans Can't Get Enough and Say You Remember Me, le personnage féminin dans les deux cas a une mère qui est atteinte de démence et qui commence à avoir besoin de beaucoup d'aide et tout, donc il y a vraiment des beaux sujets abordés aussi. Voilà.
foncé sur ces titres-là. Je voulais aussi rajouter un petit peu de nuance sur certaines choses que j'avais dit, notamment en ce qui concerne tout ce qui est romantasy, romance paranormale. On peut comprendre que les enjeux soient différents, notamment au niveau violence, quand il y a des conflits politiques, il y a des rois et des reines qui se tuent à droite, à gauche et tout ça, les enemies to lovers. On comprend que les enjeux sont différents, que les règles peuvent être différentes. Tout ce qui est romance paranormale aussi, notamment je pense à Mate ou Bride de Alice Elwood, souvent dans ce type de romance, tu vas avoir d'un côté l'érotisation des vampires qui boivent du sang, le côté imprégnation, un petit peu possession des loups-garous. Tout ça, ça fait partie un petit peu du genre et tu t'y attends. Et je pense que dans la limite du raisonnable, aussi, je peux comprendre les fantasmes et tout que ça vient explorer, ou vraiment des choses qu'on sait que c'est pas des trucs qu'on voudrait dans la vraie vie, mais dans ce cadre-là, ça fonctionne bien. Et je pense que dans mon cas, le fait que ce soit hors de la réalité, que ce soit les romances avec les monstres, ou les romances paranormales, ou même en fantasy, ça t'amène une certaine distance aussi, et une autre manière de voir les choses. Parce que bon, a priori, tu ne croiseras pas de loup-garou dans la rue demain. Et une dernière chose que je voulais vous partager avant de terminer cette vidéo, c'est le petit bingo de la romance que j'ai fait l'an dernier, il me semble, parce qu'à un moment j'en ai eu marre de retrouver toujours les mêmes clichés et les mêmes choses dans toutes les romances que je disais. Il y en a, comme je vous disais, ça me fait rire maintenant, genre les gros padès, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que je suis comme on est encore là-dedans. Il y en a d'autres, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on s'en débarrasse. Mais je trouve que c'est fun de le remplir des fois quand je lis des romances dans mes vlogs où j'en teste un petit peu. Donc si jamais vous voulez l'utiliser vous aussi, je le mettrai téléchargeable dans la description. Et en conclusion de cette vidéo, je dirais que oui, bien sûr, on peut lire ce qu'on veut, mais que c'est important de réfléchir à quel âge on consomme certaines choses, à est-ce qu'on a du recul, est-ce qu'on est capable d'avoir un œil critique là-dessus, est-ce qu'on est capable de réfléchir de façon plus large à nos relations amoureuses ou autres, est-ce qu'on est capable de voir l'impact des images transmises par la société et de s'en sortir un petit peu dans le sens d'arriver au moins à les voir et avoir l'impact qu'elles ont sur nous, ce qui je pense est le premier pas. Donc oui, on a le droit de consommer ce qu'on veut, que ce soit en livre, en film, peu importe, mais on le fait de façon réfléchie. Et je vais terminer la vidéo là-dessus. J'espère que cette petite thématique discussion vous aura plu. J'adorerais savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez des points de ma lettre aux auteurs et autrices de romans. S'il y en a que vous aimeriez ajouter, dites-moi tout ça. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un emoji cœur. Soyons très très originaux, n'est-ce pas? Et je termine en remerciant mes Patreons, les Capas, qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu, notamment en ce moment où c'est mon activité principale. Et ça me permet aussi de travailler sur des vidéos comme ça qui demandent un petit peu plus de recherche et de réflexion. Donc un gros merci. Si ça vous tente de les rejoindre pour soutenir mon travail, d'avoir accès à des vidéos exclusives, à notre Discord de discussion, nos lectures communes, des petits challenges, le lien est en barre d'infos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.